Depuis les années 70, il nous est familier et évident de monter skier en station et de dévaler les pentes sur des planches de toutes formes. Derrière toute cette facilité, il a fallu des hommes, des décisions politiques, des inventions, des architectes passionnés, des ingénieurs, des promoteurs et des rêves, beaucoup de rêves. L'histoire des sports de neige commence bien avant que l'homme ne décide d'investir la montagne et d'y loger un grand nombre d'urbains. Les skieurs, après leur journée, devaient redescendre dormir dans la vallée. En 1916, Noémie de Rothschild cherche à créer une station de sport d'hiver dans les Alpes françaises, les palaces suisses étant devenus infréquentables en raison du conflit mondial. En 1920, il se crée au-dessus du village de Megève la résidence du Mont d'Arbois, que l'on peut considérer comme le premier complexe accueillant en altitude des skieurs. La piscine, aux dimensions généreuses, témoigne de cette fastueuse époque. Elle fait partie aujourd'hui d'une résidence hôtelière. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays se reconstruit. L'État français, par la voix de Pierre Cotte, conseiller général de la Savoie, souhaite ouvrir la montagne à la jeunesse française grâce à une exploitation à caractère social de son équipement et favoriser la pratique du sport pour tous. C'est à Courchevel que l'aventure commence. En 1946, Laurent Chappy et Denis Pradel créent l'atelier de l'architecture en montagne. Ils élaborent les projets au contact du terrain et imaginent non seulement une architecture nouvelle, mais aussi le principe de la station ski au pied, avec un système de zonage qui sépare les voitures des skieurs. Ils inventent le principe de la grenouillère. J'avais nettement notion que sur ce site, l'emplacement de la résidence n'était pas parfait, parce que c'était sur un versant nord et que donc le versant sud regardait le haut de la pente. J'avais donc prévu dans mon règlement d'urbanisme de faire toutes les toitures à une pente, s'orientant, regardant le sud. Mais alors dès l'instant où il a fallu commencer les premiers bâtiments, de la Gontrie m'a dit « moi je veux faire un super Megève ». Alors j'ai dit, ça veut dire quoi? Ben, je veux des chalets comme Megève, c'est-à-dire des chalets avec les petits volets, avec un cœur au milieu, etc. Alors je lui ai dit, non, monsieur le président, moi, pas d'accord du tout. On est à 1800 mètres d'altitude, Megève est à 1100. On est en 1946, Megève a démarré en 1930, 31. Non, Courchevel doit être une station de son époque et toujours marquer son époque. Cette architecture préserve pour chaque habitation la vue, l'ensoleillement et un accès facile, débouche sur des innovations comme la toiture porte-neige et le toit à 2 pans inversés. Ce sera l'école Courchevel. C'est autour de ces 2 précurseurs que l'atelier de l'architecture en montagne va prendre de l'ampleur, s'entourer d'autres collaborateurs, urbanistes, designers, qui seront les bâtisseurs des principales stations de ski françaises. Ces architectes, libérés de toute référence, vont bâtir ex nihilo des villes à la montagne et inventer un art de vivre en altitude. C'est le début des utopies et des rêves audacieux.
notion d'aventure, elle va se retrouver dans la manière de concevoir les lieux du point de vue de l'urbanisme et de l'architecture. Je crois qu'on ne peut pas comprendre autrement la modernité, la fonctionnalité, la nouveauté de ces lieux qui n'ont pas de référence à un passé, puisqu'il n'y a pas de vie jusque-là, et qui vont donner toute liberté, en tout cas toute ouverture aux urbanistes, aux architectes, aux ingénieurs, aux créateurs. Non mais là, ce qui est assez génial, c'est le fait qu'on ait des équipes d'architectes qui sont obligés d'imaginer quelque chose qui n'avait jamais été inventé auparavant, sur des sites vierges, à des altitudes où personne n'avait construit. Ils ont des références culturelles, mais ils n'ont encore jamais construit eux-mêmes. Donc ils inventent, ils sont en équipe, en même temps associés avec des gens qui sont des skieurs, des compétiteurs, mais aussi des géographes. Ils sont obligés de remonter des modèles parce que justement on doit construire beaucoup pour un plus grand nombre. Cette manière de construire la maîtrise du foncier total, ça veut dire qu'on peut construire sans respecter les règles d'urbanisme qui sont imposées. Donc là, une liberté totale. Et vu le nombre qu'on devait construire, il fallait trouver des formes de construction qui soient adaptées aussi au site. Au vu de son implantation, les Arcs 1600 se révèlent un vrai laboratoire. Le site est un rebord peu profond, une rupture de pente, ce qui laisse peu de place pour les bâtiments qui devront suivre la courbe de niveau. Les immeubles sont disposés perpendiculairement à la circulation. Et dès l'arrivée en station, on est frappé par ces bâtiments audacieux qui semblent défier les lois de la gravité. La rive est constituée d'un ensemble de chalets mitoyens, réunis sous une toiture unique et desservis par un système de traverses sur la façade nord. Le toit en pente douce prolonge le terrain et l'immeuble en hiver se dissimule depuis le haut des pistes. La cascade, construite en 69, est spectaculaire. Ces gradins, constitués de 7 bâtiments juxtaposés, semblent basculer sur la pente. Les étages sont placés en porte-à-faux sur la façade nord et le sud est traité en balcon, en retrait les uns par rapport aux autres. Robert Blanc, qui dessine les pistes de ski, leur a laissé finalement les endroits qui étaient les moins faciles à skier. Donc c'est pour ça qu'on a ces bâtiments qui s'enroulent autour de la courbe de niveau de 1600 mètres ou alors qui descendent dans la pente. Les stations des Arcs, c'est comme finalement tous les projets, c'est une idée d'une rencontre. Rencontre entre les architectes, le promoteur qui est Roger Godineau et Robert Blanc qui est guide de haute montagne. Cette rencontre, elle se fait à Courchevel au début des années 60 et Roger Godineau a envie de construire une station de sport d'hiver et Robert Blanc rêve d'une station de sport d'hiver. L'idée de Robert Blanc et de ses frères, c'est de profiter de cette montagne des Arcs où leurs parents montent chaque été en alpage avec leurs troupeaux en constatant qu'il y a là le potentiel d'une grande station de sport d'hiver parce qu'il y a un très grand domaine skiable. C'est surtout la première chose, c'est ça. Ce projet il commence à naître et Roger Godineau a peur que les architectes qui sont l'atelier d'architecture en montagne, Guy Rémillet, Gaston Angueraz en particulier, eh bien, vont recréer Courchevel. Denis Pradel pense à Charlotte Perriand et c'est le début de ce projet où elle ne sera pas la directrice de l'atelier d'architecture mais l'âme du groupe. Charlotte Perriand va venir épauler cette jeune équipe de l'atelier d'architecture en montagne pour concevoir cet urbanisme, cette architecture tout à fait particulier du grand nombre, parce que là, il s'agit de 30 000 lits touristiques aux Arcs, l'objectif c'est celui-là, et comment les penser pour que ce soit de la montagne. Roger Godineau conçoit les Arcs afin de pérenniser l'emploi dans la vallée de la Tarentaise. 1960 est propice aux utopies. Et il souhaite, dit-il, une approche humaniste des vacances pour le plus grand nombre, en offrant dans un cadre d'une grande beauté une occasion de développement culturel et sportif à des prix acceptables. Il s'agit bien sûr des classes moyennes qui ont les moyens financiers de partir skier et d'investir dans l'immobilier de loisirs. Et c'est un peu cette philosophie-là
que cette rencontre entre cette approche sociale, fonctionnelle, et puis ce goût de la nature, cette connaissance de la montagne, qui vont faire la Station des Arcs. Quand je parle de Charlotte-Perriand, cette approche était partagée bien évidemment par ces jeunes architectes, Gaston Regueras et Guy Rémillet, pratiquant la montagne aussi bien l'été que l'hiver et la connaissant du bout des doigts. Charlotte-Perriand amène quelque part, même si elle est plus âgée, un vent de modernité. Elle a beaucoup travaillé avec Le Corbusier, elle a été son assistante de 27 à 37, et elle va notamment ici travailler sur la réflexion qui est très japonisante, très japonaise en tout cas, de la relation intérieure et extérieure. Chaque studio a une vue sur la nature et non pas sur le dos d'autres bâtiments qui vont lui cacher la vue. Autrement dit, peut-être la masse paraît importante en arrivant, c'est sûr. Beaucoup n'aiment pas ce genre d'architecture, mais à l'analyse, ce genre d'architecture vous permet à l'intérieur de votre studio d'être en communion avec la nature qui est devant vos yeux, de l'autre côté de votre baie vitrée. Vous êtes vraiment dans la nature parce que vous êtes concentré, vous le pouvez. Si vous étiez éparpillé, vous ne pourriez pas. C'est ce que j'appelle, moi, quand même, des abcès de fixation pour les besoins d'une grande masse. Et pourquoi je dis abcès de fixation? Parce que ça laisse le terrain libre tout de même à côté. Mais ce serait un leurre en architecture de penser, comme certaines stations ont tendance à faire, et à dire que l'on peut habiter en montagne comme dans un chalet, en y mettant une gentiane. Mais si on y manœuvre 20 000 lits, c'est pas la même chose. Je veux dire que c'est un gadget commercial. Alors on se retrouve dans la résidence de la Cascade et dans une cellule d'habitation qui a été entièrement réalisée par Charlotte-Perriand, puisque le bâtiment a été signé Charlotte-Perriand et Guy Rémillet. L'appartement il est structuré autour d'une bloc salle de bain WC qui permet de structurer la circulation et en même temps on voit qu'on a une petite fondasse de lumière qui permet d'avoir une lumière naturelle à l'intérieur de l'appartement. La structure de l'appartement est en béton, donc sur les deux murs droits, bas et haut, et le bloc salle de bain cuisine est quelque chose qui est rapporté. On voit en fait ici des éléments de bois qui sont des éléments mobiliers qui ont été réalisés sur mesure, apportés. Et toute la réflexion que Charlotte-Perriand va amener dans le projet des Arcs va tourner autour notamment de l'aménagement intérieur, certes, du mobilier, mais de la cuisine et de la salle de bain, qui va amener à 1800 la création d'un bloc cuisine et salle de bain en polyester. Le placard ici, il est respirant. Pourquoi? Parce qu'on a des périodes d'exploitation et on a des périodes de non-exploitation. Eh bien, le placard est ouvert pour éviter les odeurs de renfermer dans les placards. Ici, on a une table au modulor, par exemple. Pourquoi? Parce que l'appartement, il est un peu petit, il fait 27 mètres carrés, et le système du modulor, le système métrique du Corbusier, est très adapté à des petites surfaces. Donc la table est un peu plus basse, la chaise également, ce qui fait que visuellement parlant, votre appartement paraît plus grand. Arc 1800 va être le résultat des innovations et recherches effectuées à Arc 1600. L'ampleur de la station est bien supérieure aux 3500 lits sur 700 mètres de long de sa petite sœur. Le principe de la grenouillère est maintenu, mais l'échelle des immeubles change. De 3 à 4 étages, on passe à 10 étages. L'ADN des Arcs est préservé. De grandes baies vitrées font rentrer la nature dans les appartements et les bâtiments conservent leur implantation perpendiculaire aux courbes de niveau. Quand Bernard Taillefer va dessiner l'hôtel du Golfe, il veut vraiment le dessiner comme une sorte d'oiseau, ce qui fait qu'on a une forme avec une grande queue et deux ailes déployées. Ce qui fait qu'on va avoir des circulations qui vont monter et descendre et qui vont s'entrecroiser par des petites passerelles. Alors il y a un côté très esthétique. On peut s'y perdre à l'intérieur, mais on n'est plus dans un escalier, mais on ne monte pas dans sa chambre, on descend dans sa chambre. Donc ça, c'est aussi une autre philosophie, et ça, c'est la réflexion sur la pente.
En fait, chose qu'on n'a peut-être pas exprimée quand on arrive dans une station comme celle-là, on a une certaine émotion qu'on peut ressentir quand on est dans une galerie de peinture parce qu'on a une œuvre qui nous est proposée. Mais là, c'est très rare, un ensemble de constructions qui vous provoque une émotion sans comprendre pourquoi. Mais on peut essayer de comprendre cette créativité originale, insuffler un sentiment de liberté, d'optimisme dans l'avenir qu'ont eu ces jeunes équipes d'architectes qui nous font ressentir aujourd'hui cette notion-là, cette sensation-là. Construite en 1973, la résidence des Belles Chales s'inspire des caractéristiques de l'hôtel du Golfe. Les 2 bâtiments aval s'élèvent sur un gradin de 14 niveaux. À l'intérieur, les rampes de distribution sont inversées et séparées par un patio triangulaire qui prend toute la hauteur de l'édifice. Les teintes orange et bleu qui sont utilisées et cette impression de fuyante lorsque l'on se trouve sur les rampes nous transportent dans un univers esthétique et vertigineux. La contrainte qu'on a aux arcs, c'est construire et réaliser les bâtiments dans un minimum de temps. C'est-à-dire qu'on commence à construire au mois de mai et on doit livrer les appartements la même année au mois de décembre. Ce qui va amener Charlotte Perriand à travailler sur la réflexion de la cuisine ou de la salle de bain, c'est là où vont passer un certain nombre de corps de métier. Et tous ces corps de métier risquent d'avoir un certain délai et d'abîmer ce qui a été fait précédemment. Donc elle va imaginer une salle de bain en polyester qui est fabriquée en hiver. Donc pendant qu'on a du temps et qu'on ne peut pas construire, c'est stocké et ensuite c'est monté comme des systèmes modulaires. On gagnait 3 semaines ou 1 mois sur la construction, ce qui est énorme. Charlotte Perriand va développer aussi cette réflexion de massifier pour libérer l'espace. C'est-à-dire que sur un bâtiment avec un certain nombre d'appartements, c'est quelque part moins dommageable à l'environnement que d'émietter un certain nombre d'appartements. La réflexion, c'est la pratique de ski et la pratique extérieure. Et l'appartement, il est aussi conçu, c'est vrai, comme une réflexion de refuge. C'est le principe de l'habitat minimum. C'est pour ça que les appartements sont de petites structures, mais ce qui est aussi sous-jacent d'une idée, qui est l'idée sociale, où tout le monde peut venir à la montagne. Il y a un côté presque un peu, on pourrait presque dire un peu communiste, parce que c'est l'idée que tout le monde peut avoir la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans son appartement, on a une vue. On achetait un appartement, mais au-delà de l'appartement et de l'aménagement intérieur, on a acheté la vue. Au-dessus de la vallée de Morzine, la station d'Avoriaz est d'une rencontre entre Jean Vuarnet, champion de ski au JO de 60 et enfant du pays, qui souhaite implanter une station sans voiture, Gérard Brémond, promoteur, et Jacques Labro, jeune architecte Grand Prix de Rome. Ensemble, ils vont créer Ex Nihilo, une ville à la montagne, et en faire une station de ski dont l'architecture étonnante a fait le tour du monde et a ébloui des générations de skieurs. La station est sur un versant sud, au pied d'un domaine skiable, sur un plateau relativement panoramique. La démarche de Jacques Labro, c'est aucun angle droit, aucun parallèle, presque pas de verticale. Bref, toute l'organisation, à la fois en plan et en volume, va faire avec, on pourrait dire aujourd'hui le paysage, en tout cas les vues sur les montagnes alentours. Et tout le plan d'urbanisme se développe sur un plan, on va dire, en éventail et qui va façonner en plan comme en volume l'organisation de la station et lui donner cette
dimension très singulière qui va être opérée dès l'inauguration de la station à Noël 1966. L'analyse du site avec ces 3 unités paysagères que Jacques Labro distingue, avec une falaise qui surplombe Morzine, la butte des Dromons qui est en fait un élément comme ça au milieu du plateau qui ressort, et également une autre falaise en arrière-plan. Et donc l'idée c'est d'installer l'ensemble de ce programme dans un espace assez petit finalement. Et ça, c'est la station piétonne qui va également l'imposer. Si on veut faire une station dite piétonne, il faut que d'un bout à l'autre de la station, il n'y ait pas plus d'1 quart d'heure de marche. Donc déjà, ça restreint le terrain. Alors, le rapport à la topographie est très important justement, d'autant plus qu'on est en montagne, donc il n'y a pas forcément des terrains plats. Et la volonté de Jacques Labro, c'est vraiment de créer à chaque fois des bâtiments où au final on décaisse le moins possible, on respecte le plus possible le terrain et ses déclivités et ses accidents naturels. Et finalement, on fait une architecture qui s'adapte à ce terrain. En 1965, Gérard Brémond commande un programme qui allie hôtel et résidence secondaire. L'hôtel des Dromons, tel une statue de glaise, sort de l'imaginaire fertile de Jacques Labro. Il est tout à la fois hôtel, drugstore, office de tourisme, librairie. Les Dromons, c'est un bâtiment qui est très complexe et qui s'inscrit dans une pente existante. Sa plus grande originalité, c'est qu'au final, on ne sait pas distinguer qu'est-ce qui est du mur ou qu'est-ce qui est de la toiture. C'est que la toiture, elle se fait mur ou le mur se fait toiture. C'est ce qu'on appellera d'ailleurs souvent sur Avoria la 5e façade. On considère que quand on est sur les pistes, la première chose qu'on voit finalement, c'est les toitures. Dès ce premier bâtiment, ils vont prendre le parti de dire on utilise le red cédar. Le red cédar, c'est un bois qui est particulier, qui a des propriétés d'être imputrescible parce qu'il est très gras, mais également il se grise en fait avec l'ensoleillement. Suivant les orientations, il ne se grise pas de la même manière. Il prend des teintes un petit peu plus orangées sur l'ouest, un peu plus grises au nord. On va vite qualifier l'architecture d'Avoria comme une architecture mimétique qui se fond un peu dans le paysage comme un caméléon. Parce que justement ce matériau là, on voit, c'est pas du tout uniforme le vieillissement. Et quand on regarde la station au loin, au final j'ai des tons, des couleurs comme ça qui sont très très proches. C'est même pas rare qu'on ait des gens qui nous demandent elle est où la station. Au cœur du quartier des Dromons, sur la butte, entre les rochers, il n'est plus question d'habitat collectif, mais d'une collection de chalets individuels, posés tels des champignons dans un sous-bois. Ces chalets tous différents sont des merveilles d'inventivité architecturale. À l'extérieur, ils apparaissent de dimensions modestes, mais c'est à l'intérieur que l'on découvre les volumes imposants, comme le chalet Love, construit pour un grand patron de presse et qui a abrité un temps le couple Hallyday-Vartan. Comme aux Arcs, on y retrouve le souci de traiter l'extérieur comme une vraie composante. Et la nature s'invite dans le chalet par de grandes baies vitrées de toutes formes.
En 1979, Jacques Labro conçoit le chalet Doria, qu'il place en hauteur afin de bénéficier d'une vue dégagée sur la station. Ce chalet compact et polygonal s'inspire du concept du chalet champignon. L'espace de vie et les différentes pièces sont orientés vers la lumière et le paysage alentour sur un plan en éventail. Jacques Labro dit que le paysage appartient à l'architecture et l'architecture appartient au paysage en s'identifiant à lui. On retrouve dans ses chalets un côté organique, dont il a pu s'inspirer chez Frank Lloyd Wright. Dans cette recherche de mimétisme, l'emploi du tavaillon qui change de couleur au rythme de la lumière et du temps donne un charme particulier à ses toitures façades. On est dans une logique de production où habituellement on dessine un premier niveau, on met un calque dessus, on dessine le deuxième niveau, on met un troisième calque, on dessine les niveaux, ainsi de suite. C'est ces superpositions de plans où on voit que justement il n'y a pas cette logique de dire quand je construis une façade, je refais systématiquement le même plan d'étage en étage. Donc là il y a tout un jeu comme ça avec les balcons, mais également avec les façades. Là, le principe, c'est de dire ma façade, elle est non porteuse, puisque c'est un élément d'isolation et en bois. Et en revanche, ce qui est porteur, ce sont les refends, donc les murs qui séparent chaque appartement. Et du coup, comme j'ai cette liberté, je peux me permettre de faire ce genre de digression, si on veut dire. Mais c'est ça qui va fabriquer la façade un peu particulière. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toujours un souci de cadrage et en même temps... on va lier l'utile, c'est-à-dire que par exemple le pilier là qu'on voit où il y a le trou, c'est un pilier porteur, hein, mais au final il n'y a pas besoin de toute cette matière-là pour le faire. Et en fait ça correspond à la sortie de l'immeuble. Dans l'axe, on a une vue comme ça qui est cadrée avec ce rond. La dernière unité paysagère, c'est la falaise en elle-même, où là ça a fait quand même sujet... Il y a eu beaucoup de débats en fait sur l'implantation même en bord de falaise. Labro, il le voulait dès le départ. Il a toujours dit qu'il faudra finir la station et venir s'installer comme ça en promontoire. Ça va créer un skyline dans la vallée de Morzine, c'est ce qui va donner l'identité. Là, pour le coup, on a des bâtiments qui font 14-15 niveaux. Et comme en dessous, on a une falaise qui fait 300-400 mètres de haut, voilà, ils paraissent tout petits alors qu'ils sont très grands. Et en même temps, ils fabriquent justement, ils participent au paysage. Ce qui est génial dans le quartier de la Falaise, c'est qu'on retrouve le souffle ici du début, mais adapté à des programmes beaucoup plus gros. C'est des immeubles où il y a 250 logements. Il y a une astuce, quand ils construisent le quartier de la Falaise, on est à la fin des mètres carrés autorisés. Donc Gérard Brémond va dire à ses architectes qu'il faut me trouver une solution pour que je puisse faire des mètres carrés. Et en fait, il y a une loi qui, en France, à l'époque, disait que tout ce qui est coursive extérieure, ça ne compte pas dans les mètres carrés. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir toute cette création de claustrades, il y a une inventivité, une réflexion sur les coursives extérieures. On pourrait croire que tiens, c'est uniquement une vue très mercantile de la chose, mais pas du tout. Il y a une volonté que même quand je suis au 14e étage du Saskia, quand je sors de mon appartement, j'ai de la neige devant moi sur un palier. C'est très généreux comme vision. Avoria continue d'évoluer au gré des besoins nouveaux des vacanciers. En 1970, les cellules skieurs étaient de petite taille. Aujourd'hui, les architectes, afin de coller aux attentes des utilisateurs, regroupent les studios pour créer de grands espaces. Le promoteur Pierre et Vacances a lancé en 2012 de nouveaux programmes. Parmi ceux-ci, l'Alena, conçu par Simon Cloutier, qui tout en conservant l'ADN de la station avec des balcons désolidarisés comme Jacques Labro les concevait, prend en compte les évolutions sociétales.
Il est lauréat du concours Prébat, qui récompense les bâtiments à énergie positive. Son seul apport d'énergie est l'eau chaude produite par une chaufferie bois à l'extérieur de la station. Ce réseau de chaleur pourrait s'étendre à l'ensemble de la station dans un futur proche et faire ainsi d'Avoria une station innovante en matière d'économie d'énergie. Habitant Genève, c'est une région que j'ai connue quand j'avais 16-17 ans. On venait faire du ski de printemps ici. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas pensé de faire une station ici? Et alors j'ai comparé toutes les stations que je connaissais alors avec celle-ci. Et tout était positif, sauf le point important, il n'y avait pas de route pour y venir. Et je pensais, étant très très jeune à l'époque, je ne pensais pas être capable de pouvoir créer une station comme celle-ci. Mais j'avais un ami de club qui était M. Martin. On avait fait beaucoup de montagnes aussi ensemble. Il s'est enthousiasmé pour mon idée et puis il m'a dit mais pourquoi pas. M. Morel, maire d'Arrache, nous faisait confiance parce qu'il nous connaissait bien. Il a été assez séduit par notre proposition et on lui a demandé qu'il nous fasse un papier nous donnant la maîtrise des terrains au prix des domaines. Ce papier ayant une valeur pendant 1 an, où on trouvait un groupe financier, où on n'en trouvait pas. Par l'intermédiaire de relations, cette équipe va rencontrer le banquier Rémi Boissonnat et son frère Éric, qui, rentrant des USA avec sa femme Sylvie, veulent aider à la reconstruction de leur pays. Ils sont tous montagnards et skieurs. Ensemble, avec l'équipe de l'atelier d'architecture en montagne de Courchevel, ils vont monter en pot de phoque et découvrir le site de Flaine. Les Boissonnat vont dresser des plans avec Laurent Chapy, Denis Pradel, Guy Rémillet. Ils émettent l'idée de dresser un plan d'urbanisme, des gabarits, des volumétries, et d'inviter à concourir, ou à participer plutôt, on ne parle pas de concours, à participer à la construction de la station, les plus grands noms de l'architecture mondiale de l'époque. Ça correspond tout à fait à l'esprit d'ouverture des Boissonnat, très ouvert à la création culturelle qu'on connaît bien en France avec leur participation au Centre Pompidou à Paris. Et ces gens qui étaient des grands bourgeois, protestants, amateurs d'art, de musique classique, mais aussi de ski et de montagne, vont décider ici de créer une station exemplaire, à la fois pour le domaine skiable et pour le ski, mais aussi, et c'est un peu unique, dans un projet artistique et culturel. Les Boissonnat vont demander conseil à Marcel Breuer, qui est leur connaissance aux États-Unis. Et Marcel Breuer découvrira le site en compagnie des Boissonnat et en compagnie de l'équipe Chapy, Pradel et Rémillet par hélicoptère, parce que Marcel Breuer n'est pas un montagnard. Il va le découvrir vu d'en haut. Et c'est à partir de ce moment-là que Marcel Breuer va prendre possession du projet et va développer lui seul, on va dire, le projet d'ensemble, que corrigera Laurent Chapy sur le plan d'urbanisme, mais qu'il développera après seul sur le plan et de la conception urbanistique et de la conception architecturale, où il proposera une approche très personnelle qui est basée sur le design pour l'essentiel et la fonctionnalité, la façade ayant une importance primordiale, le dessin du panneau de façade autant que l'organisation intérieure et que la géométrie des immeubles. Et pendant une quinzaine d'années, Marcel Breuer développe la station de Flaine. Dans les années 60, en France, les constructions se font en béton armé. Marcel Breuer adopte un système de construction préfabriqué et pour maîtriser la fabrication et le séchage du béton, décide de construire dans la vallée une usine. Une étude est lancée pour la création de ces panneaux en pointe de diamant. Et c'est un ingénieur, Jean Barret, qui imagine et conçoit un moule pour des plaques de béton d'un relief de 50 cm. Les panneaux sont construits en hiver et acheminés en été par un téléphérique
faute de route. Contrairement à d'autres stations où la construction de Flaine fut semée d'embûches, en 1961, la route d'accès n'est toujours qu'une piste. L'équipe d'architectes français décide, après avoir signé un premier plan masse en 60, de se retirer du projet. Laurent Chappy réinterviendra ensuite pour inciter Marcel Breuer à adopter le principe de la grenouillère. En 1964, Éric Boissonnat doit chercher des appuis financiers hors de France. Il parvient cependant à surmonter tous les problèmes d'ordre financier, juridique, foncier, administratif, et suit avec patience et détermination l'objectif qui s'est fixé afin de donner vie à son rêve. Les travaux reprennent finalement en 1967 et la station ouvre en 68. Marcel Breuer y inscrit son style issu du Bauhaus. Il lui emprunte la standardisation, qui est une de ses composantes, mais par son approche sensible des matériaux, en l'occurrence le béton qu'il sculpte, il la détourne, la transcende, pour en produire une œuvre très personnelle. La teinte grise du béton peut nous interpeller, mais ce qui compte, c'est le matériau. Et le matériau coulé brut, il accroche la lumière parce qu'il est composé de granulats qui reflètent en fonction de l'angle du soleil sur la façade. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui donne ce charme. Et ces nuances, avec ces reculs, l'ombre d'une loggia, le creux d'une pointe de diamant par exemple. Et donc on a comme une sculpture en fait, sur l'ensemble du dispositif. Il intègre dans la façade 2 fenêtres, 4 fenêtres. Et le dessin finalement est rythmé, un peu comme une partition musicale. Et donc à ce moment-là, on a l'impression que c'est pareil quand on regarde de manière globale, mais en fait non. Chaque fois, il y a une nuance, petite nuance qui fait qu'on est touché par l'esthétique. Le béton, c'est du minéral, pur minéral. Avec cette falaise à l'arrière, on est dans un milieu de roche, a priori hostile. Et pourquoi pas, finalement, on a cet ensemble d'immeubles s'intégrer complètement dans la falaise rocheuse. Et c'est ça la pertinence, en fait. C'est ça le choix qu'a fait Breuer. Bien sûr, je pense que ses commanditaires étaient conscients quand même de cette sensibilité de cet architecte du mouvement moderne. Hein. Il y a aussi ce couple qui compte entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Hein. On sent que ça a bien fonctionné, là. Cette dimension artistique va donner un écrin aux œuvres d'art contemporain installées par Sylvie Boissonnat. Sylvie, début des années 70, ouvre un centre d'art à Flaine, organise des expos d'art contemporain avec les grands noms de l'époque et au fur et à mesure va décider d'implanter des œuvres monumentales dans l'espace public. Et comme ils faisaient toujours les choses de façon exemplaire, ils ont convoqué sur le forum 3 grands, voire les plus grands artistes du XXe siècle, Vasarely, Dubuffet pour cette œuvre et Picasso pour la tête de femme. Vasarely a créé sa structure 3 hexagones pour le toit de la galerie et a participé à la création sur commande des Boissonnat. Concernant le Bocteau, en fait, Dubuffet avait fait une maquette en 1960 de 7 petits arbres, puisque la sculpture s'appelle le Bocteau des 7 arbres. Et les Boissonnat qui appréciaient son travail lui ont demandé d'agrandir l'œuvre, parce que c'est sa volonté finale, et de venir la poser à Flaine sur cette butte au cœur du forum. Et de la même façon, les Boissonnat avaient rencontré Pablo Picasso, chance immense, ont sélectionné avec lui une petite maquette de tête de femme, qui ne sera agrandie que finalement en 1991 pour être posée à l'extrémité du forum. En fait, là, on a un public qui, en général, est néophyte, qui va éventuellement pouvoir profiter d'une rencontre en passant, par exemple, devant le centre d'art, mais inévitablement, en se promenant dans la station été comme hiver, rencontrer les œuvres d'art monumentales. Et je pense que cette idée des Boissonnat, qui était très généreux envers le public en général, elle est très novatrice à l'époque et elle conserve son idée généreuse aujourd'hui. Je ne pourrais pas imaginer Flaine sans, par exemple, le Dubuffet. On est vraiment dans le paysage, il y a une intégration. Je pense que les Boissonnat ont extrêmement bien réfléchi l'implantation des œuvres d'art dans l'architecture de Marcel Breuer. Que ce soit en hiver ou en été, là, on a des très belles pelouses. Là, on part au ski et on découvre au fur et à mesure. On s'en va skier en passant devant la tête de femme de Picasso. Enfin, notre journée commence bien.
L'hôtel Le Flaine, inscrit à l'inventaire patrimoine 20e, est aujourd'hui le véritable emblème de la station. C'est un cube de béton en parfait équilibre au-dessus de la falaise. Lors de son inauguration, un invité aurait dit « Il faut tracer une ligne sur le sol. Ici, nous sommes sur terre, et là, nous sommes dans les bras de Marcel Breuer. » En 1976, Breuer conçoit les 3 derniers bâtiments de Flaine Forêt, Balance, Bélier et Capricorne, qui seront reliés par un ascenseur public dont la cabine orangée a un éclat vif et joyeux. Toujours dans un souci d'intégrer l'art dans la station, Sylvie Boissonnat demande à la plasticienne Vera Cordo de créer une œuvre qui prendra corps avec le bâtiment. Les 3 empreintes de cordes conçues par l'artiste représentent les 3 constellations. J'avais le souci de transformer la société. Vous vous rendez compte? Notre souci, c'était de procurer des vacances pour les familles, et notamment pour les familles qui n'ont pas suffisamment de revenus ou peu de revenus. Donc j'ai rencontré le conseil municipal de l'époque, qui a parfaitement compris ce que je voulais faire. Et donc on s'est mis d'accord que ce terrain resterait propriété de la commune, pour éviter toute spéculation, toute magouille, quoi. Ce sera encore l'atelier d'architecture en montagne qui, après Courchevel et les Arcs, se retrouve autour de Guy Rémillet pour concevoir l'architecture et l'urbanisation de cette petite station. Implanté au bord du replat de l'Alpage, en amphithéâtre autour du forum, le site est exigu. L'habitat est donc regroupé en grandes unités, ce qui permet de limiter l'impact sur la nature et aussi les coûts d'entretien. Comme aux Arcs, les bâtiments semblent naître du terrain. La spécificité des carrés lisses tient de la philosophie portée par Pierre Lenné, son fondateur. Aucun investisseur privé n'est propriétaire des bâtiments. À l'origine, les 6 constructeurs sont des associations Village Vacances. Et la gestion de la station est assurée par le Conseil supérieur des carrés lisses qui regroupe les partenaires, dont l'association de Pierre Lenné, Renouveau Vacances. Renouveau est une association de vacances à but social et humaniste, on pourrait dire, à connotation chrétienne, mais avec l'objectif d'accueillir et développer les vacances, certes pour tous, mais la vie collective et la découverte des familles entre elles. Les premières constructions qu'on a faites au carré lisse, ça a été pour les logements. Logements HLM avec le parc de la Savoie et logements pour les saisonniers que Gilbert a pris en charge. Et ça, c'est tout à fait unique. Nulle part dans les stations, on a commencé par penser au logement des personnes qui travailleraient là. Alors bien sûr, ce n'est pas une carte postale avec des chalets, ce sont des immeubles qui ont été placés autour d'une grenouillère. Ces hébergements ont été faits de manière économique et avec du bois, du mélèze, puisqu'on est dans une forêt de mélèze ici. L'architecte Guy Rémillet a fait très attention à ancrer la station dans le terrain. C'est-à-dire que quand on est en haut, on voit
seulement 2 étages ou 3 étages qui dépassent. Donc il disait à l'époque, la façade du haut ne doit pas être plus haute que les arbres. Les constructions qui ont été faites à partir des années 70, celle-là est un petit peu plus récente, mais c'était le même principe. On essayait de mettre le maximum de personnes dans un minimum de surface, pour toutes sortes de raisons, économiques bien sûr, mais économiques pas que financières, économiques en terrain, économiques en temps, économiques sur l'ensemble des facteurs. Dans le cas présent, les Lausanne, on est dans un cas de figure où effectivement on est arrivé à agrandir un peu le bâtiment, parce que le problème de la rénovation, c'est le problème de l'adaptation aux réglementations. On est obligé d'utiliser les mêmes réglementations ou presque les mêmes réglementations que le neuf. La réglementation thermique avec de l'isolation et avec des techniques de chauffage qui sont différentes. Et du coup, comme ça induit un surcoût très élevé, là ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu agrandir le bâtiment, ce qui a effectivement amorti les surcoûts sur des surfaces et surtout un nombre de lits plus élevé. Effectivement, on ne peut pas se permettre de démolir et de reconstruire parce que ça ferait perdre une saison au moins aux clients. Néanmoins, c'est également quelque chose d'intéressant parce que c'est un sujet écologique aujourd'hui et ça permet quand même de ne pas avoir à détruire l'ensemble de l'enveloppe qui est en béton et donc d'avoir effectivement à reconstruire et à reconsommer de l'énergie et de la matière. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant aujourd'hui et tout le monde y est sensible, moi le premier bien sûr. Guy Rémillet a pris à cœur de réussir cette station. Et il l'a fait visiter à des étudiants en expliquant pourquoi le bâtiment, pourquoi la position du bâtiment dans tel sens ou tel autre sens, parce que c'est aussi à considérer en tant qu'architecture moderne, puisque les carélistes font partie des bâtiments du XXe siècle. Dans les années 90, ces stations novatrices ont été décriées. Les touristes, lassés du béton, se sont tournés vers une architecture plus banale et néo-vernaculaire. C'est pourquoi le label Patrimoine 20e est créé en 1999, afin de protéger et de signaler des réalisations architecturales et urbanistiques. Une manière de faire évoluer le regard du public et de réfléchir sur la genèse de ces grandes stations. On peut être fasciné par les refuges qui sont construits actuellement en altitude, avec un design absolument remarquable et même vertigineux, parce que même il y a des porte-à-faux comme ça qui nous donnent le vertige même. Mais là, je ne pense pas que ce soit la voie, c'est peut-être très marginal. Maintenant, on va vivre aussi bien l'été que l'hiver. Les périodes d'hiver sont peut-être réduites, l'enneigement va s'affaiblir. On va essayer de vivre la montagne différemment. On peut s'interroger sur ces grandes utopies qui ont guidé ces pionniers de la vie en altitude et leurs propositions généreuses et altruistes d'un ski pour tous. Que reste-t-il de ces rêves utopiques? Une œuvre architecturale reconnue et visitée aujourd'hui comme on fait du tourisme urbain, et l'intime conviction que ces stations constituent une œuvre qui leur survivra. Mais la proposition d'un tourisme social et accessible au plus grand nombre restera peut-être un simple rêve.